à toutes et à tous. Vous n'avez pas le temps de lire toute la presse RH? Pas de problème, Culture RH est là pour vous la résumer chaque mois. Et voici juste pour vous notre nouvel épisode du meilleur de l'actu RH. Et on commence comme à notre habitude avec les 5 actus RH du mois. Et parlons pour débuter des inquiétudes des salariés vis-à-vis de leur retraite. On apprend dans un sondage Yomoni que 84% des Français estiment que l'allongement de l'espérance de vie pose un problème majeur pour le financement de leur retraite. Car vivre plus longtemps implique des besoins financiers élevés. Et 58% des personnes interrogées craignent de ne pas avoir suffisamment d'économies pour subvenir à leurs besoins durant 20 à 30 ans de retraite. Un sentiment d'insécurité financière accentué par la perte de confiance dans les systèmes de retraite actuels. En effet, 56% des Français n'ont plus foi en ces mécanismes, qu'ils jugent inefficaces face aux défis du vieillissement. On a également beaucoup parlé de santé mentale dans la presse le mois dernier. Et selon une étude menée par les Parents Zen, les salariés parents souffriraient beaucoup plus que vos autres collaborateurs sans enfants. En effet, 63% des parents interrogés estiment ne pas recevoir suffisamment d'aide de la part de leur employeur à la naissance de leur enfant. Et pourtant, les attentes des parents salariés vis-à-vis des entreprises sont nombreuses. En plus du congé paternité, 52% des parents interrogés demandent la réservation ou le cofinancement de places en crèche, une aide qui serait précieuse pour un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Toujours du côté de la santé mentale. Le bruit au travail semble être une nuisance qui pèse grandement sur le moral des salariés français. Une étude Jabra révèle que 81% des employés français souffrent de stress lié au bruit, un chiffre supérieur aux États-Unis, 67%, et au Royaume-Uni, 71%. Le modèle de travail hybride avec ses passages entre domicile et bureau aggrave cette situation. 50% des employés affirment que le bruit entrave leur concentration. De plus, 57% ressentent un impact négatif sur leur bien-être mental en raison de la mauvaise qualité audio de toutes les réunions virtuelles. Après la santé mentale, parlons maintenant de la santé physique. Pour la 2e année d'affilée, le gouvernement a lancé à la mi-octobre une grande campagne de lutte et de prévention contre les accidents de travail graves et mortels. Comme en 2023, le projet s'inspire des campagnes de communication pour la sécurité routière. Il faut savoir que le taux d'accident du travail grave et mortel était en 2019 de 4,81 pour 100 000 employés en France, contre une moyenne européenne de 2,17. La ministre du Travail a alors dit souhaiter lancer un groupe de contact en tirant les enseignements des Jeux Olympiques de Paris qui ont réduit l'accidentologie par 4 sur des chantiers qui pouvaient être potentiellement très accidentogènes. Enfin, si les entreprises ne sont pas forcément prêtes pour la semaine de 4 jours, il faut savoir que les employés l'ont déjà appliquée sans vraiment demander l'autorisation. Je m'explique. De plus en plus de salariés vivent leur vendredi de manière vraiment très détendue. D'après une enquête flash pour Hostinger.fr, 61% des chefs d'entreprise et près de 50% des salariés perçoivent le vendredi comme une journée plus calme, surtout pour les moins de 35 ans. 67% des salariés reportent d'ailleurs déjà certaines de leurs tâches au lundi. Et si 92% des dirigeants travaillent au bureau le vendredi contre 86% des salariés, cela pourrait inspirer les RH à envisager des activités de team building, des activités créatives ce jour-là, afin de tirer le meilleur parti de cette dynamique. Et maintenant, passons aux chiffres du mois. « 76 », c'est le pourcentage de jeunes collaborateurs qui seraient prêts à démissionner s'ils étaient déçus par l'attitude de leur entreprise en matière de transparence salariale, selon une étude de Strada. 72% des employés insatisfaits prévoient de demander une augmentation, une tendance qui est particulièrement forte chez les jeunes salariés, dont 80% utilisent l'information salariale pour négocier une augmentation, contre 64% des plus de 50 ans. Il semble donc urgent de bien appliquer la transparence salariale si vous ne voulez pas perdre vos jeunes talents. Et maintenant, l'info introuvable sur Culture RH. Et c'est une info qui vient d'une étude Dow Labs sur l'état des lieux du travail hybride en France en 2024. Elle nous apprend qu'un salarié sur 2 reviendrait au bureau si cela impliquait une augmentation de salaire.
mais aussi que 88% des travailleurs hybrides affirment qu'ils sont autant productifs que leurs collègues qui travaillent au bureau à temps plein. Du point de vue des employés, le travail hybride et le télétravail ont donc parfaitement été intégrés et sont même désormais une nécessité pour l'entreprise. Et maintenant, passons à la question RH qui fâche. La directive européenne sur la transparence des rémunérations adoptée en mars dernier impose aux entreprises de nouvelles règles. Elle doit être transposée en droit d'ici juin 2026. L'objectif est très clair, plus de transparence pour garantir une meilleure équité salariale. Mais la transparence salariale, est-ce que ça ne va pas plutôt être un frein pour les entreprises? Est-ce que ça ne va pas générer des tensions supplémentaires au sein des équipes? Est-ce que ça ne va pas être compliqué à mettre en place? Du coup, la question RH qui fâche du mois, c'est l'affichage des salaires en entreprise, havre de paix ou source de problème? Et nous allons essayer d'y répondre avec notre invitée du mois, Mathilde Fontaine, responsable RH de Welcome to the Jungle. Bonjour Mathilde. Pour commencer, quand on parle de transparence salariale, qu'est-ce que cela englobe réellement? Est-ce uniquement le salaire ou est-ce qu'on inclut aussi des éléments comme les avantages en nature, les congés, les véhicules de fonction? La transparence doit inclure pas mal de sujets pour moi qui sont des sujets RH qui vont au-delà de juste communiquer des informations, mais plutôt de s'engager autour des conditions de travail qu'on offre à nos collaborateurs. Donc la transparence, on peut se parler de la transparence des salaires, mais on peut se parler aussi de politiques d'entreprise qu'on met à la disposition de nos équipes et de nos collaborateurs et qui doivent être communiquées de manière très large. Il y a plusieurs moyens de la communiquer et d'arriver finalement à cette transparence. On peut se parler de la transparence au niveau des grilles de salaire. On peut se parler de la communication de politique d'entreprise. On peut se parler de pouvoir mettre à la disposition de collaborateurs via un intranet ou un site particulier tous les éléments de rémunération qui vont venir rentrer dans leur package global. Donc la transparence des salaires, c'est un sujet plus large, un sujet d'entreprise auquel tout le monde doit être sensibilisé. Et on ne se parle pas uniquement de rémunération, mais d'avantages globaux comme les congés payés, effectivement les véhicules de fonction, les politiques de télétravail, les politiques de parentalité. Ça fait partie de la transparence des salaires et de la transparence qu'on doit donner à nos équipes, tant en termes de rémunération que d'avantages collaborateurs. Ok. Mais du coup, quelles peuvent être les répercussions sociales de la mise en place d'une politique de transparence salariale? Est-ce que ça peut amener des tensions par rapport à l'ancienneté, la situation financière, le marché? Dites-nous. Quand on se parle de transparence des salaires et de transparence de la politique de rémunération, il y a un travail de fond à faire en amont auprès des collaborateurs et auprès des managers. Ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer et expliquer certaines différences qu'on pourrait voir entre métiers, entre niveau de seniorité dans les fourchettes salariales qu'on peut proposer à nos équipes. C'est très important de pouvoir rattacher la politique de rémunération d'une entreprise à sa culture, à ses valeurs, à son ADN et aux critères qui vont permettre aux collaborateurs d'avoir potentiellement des fourchettes de rémunération qui soient différentes. Chez Welcome to the Jungle, par exemple, on a déterminé avec notamment l'executive team comment on voulait rémunérer nos équipes et quels étaient les critères qui allaient leur permettre d'avancer sur leur fourchette salariale et qui allaient leur permettre potentiellement d'évoluer dans la société d'un point de vue professionnel. Donc cet enjeu-là, il est important et c'est très important de pouvoir l'expliquer à la fois aux managers, mais aussi aux équipes, parce que c'est les premiers concernés par une politique de transparence de salaire. Donc d'un point de vue social, je pense qu'il peut y avoir des tensions, je pense qu'il peut y avoir des frustrations. Si une politique de transparence des salaires est ouverte de manière assez top-down dans l'entreprise, sans l'expliquer, sans l'accompagner, sans la rendre la plus pédagogique possible, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire chez Welcome to the Jungle, en essayant de déployer cette politique étape par étape pour embarquer tout le monde avec nous et comprendre les différents mécanismes qui sont liés aussi à cette politique de transparence des salaires. Si ça, c'est pas fait, je pense effectivement qu'il peut y avoir de l'incompréhension et que ça peut générer certaines frustrations en interne. Super. Mais du coup, je vais vous demander de rentrer dans le détail.
Pour une PME qui souhaite instaurer cette transparence mais qui partirait de zéro, quelles seraient les premières étapes concrètes à suivre selon vous? C'est assez facile en fait dans la pensée commune de se dire on va mettre en place une grille de salaire. Ok, mais quand on se parle de grille de salaire, il y a certains critères qu'il faut définir en amont. Comme je le disais juste avant, je pense que c'est important déjà de définir une politique de rémunération. Comment on veut rémunérer nos salariés? Quels critères vont leur permettre d'avancer sur leur grille de salaire? Quels sont les différents niveaux de career pass ou de job leveling qu'on peut avoir dans une entreprise et comment on va découper nos grilles de salaire. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir se poser sur finalement ce qui va être ce qui vont définir les facteurs d'avancement d'un point de vue salarial. Et ça, c'est un travail à faire, pas uniquement au niveau de la fonction RH, mais un travail à faire très globalement au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est réfléchir à son positionnement marché. À quelle entreprise on a envie de se comparer, à quel secteur d'activité on a envie de se comparer. Est-ce qu'on veut plutôt se comparer à des grands groupes ou à des petites structures? Et surtout, quelles sont nos capacités financières pour rémunérer nos collaborateurs? Parce que si on se positionne trop sur le positionnement marché, potentiellement on va offrir des salaires à nos collaborateurs qui ne seront pas atteignables pour une plus petite structure où les coûts du coup doivent être extrêmement bien gérés. Donc ça, c'est hyper important de se poser la question du positionnement marché. Et une fois que la stratégie elle est définie, une fois que le positionnement marché est défini, vous pouvez aller construire vos grilles de salaire en vous disant, par exemple, j'ai un niveau junior, confirmé, senior. Comment je vais rémunérer ces niveaux-là en fonction du positionnement marché que j'aurai défini dans un deuxième temps et en fonction de la stratégie de rémunération que j'aurai définie dans un premier temps. Et une fois que ça c'est fait, ça c'est un travail à faire en commun entre une fonction RH, une direction, des managers, parce que c'est un engagement commun qu'on doit prendre au niveau de la transparence des salaires et ce n'est pas uniquement un travail RH. L'important après, ça va être d'expliquer aux managers comment ils vont pouvoir s'en servir dans leur quotidien, que ce soit dans les recrutements, que ce soit dans l'évaluation de la performance de leurs collaborateurs, que ce soit dans les parcours de mobilité au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est très important de pouvoir donner du contenu, de la matière aux managers pour qu'ils se saisissent finalement des éléments de rémunération et que ça ne soit pas juste un exercice RH. Et puis enfin, ça, je pense que c'est très important, communiquer ces différents aspects aux salariés, que ça soit sur la stratégie de rémunération, sur le positionnement marché, sur la méthodologie de construction des grilles de salaire, pour finalement arriver à une transparence quasi totale et que chacun puisse comprendre comment la rémunération est définie au sein d'une entreprise. Merci beaucoup Mathilde Fontaine de Welcome to the Jungle de nous avoir éclairé sur la transparence salariale qui va être un des enjeux de 2025, on en est sûr. Et c'est avec cette question RH qui fâche que nous terminons ce journal des RH, ce JT des RH. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, restez connectés.